Bon, globalement, je vous ai dit que c'était quand même pas un casque pour faire du sport, mais on peut faire du sport avec. C'est un casque hi-fi pour marcher peut-être, et peut-être pour accélérer encore plus. Et voilà le travail. Choup. Bonjour, vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, ça va être le grand décollage. Une vidéo que j'attendais d'avoir le temps de faire depuis très longtemps, c'est vrai. Ça fait un petit moment que je vous parle du casque Bowers & Wilkins qui s'appelle le PX8 S2. J'ai commencé à en parler en parlant d'un dongle et tout, vous avez des vidéos sur la chaîne. Et vous m'avez dit, bah oui, mais le casque, il faut en parler un peu et tout. Je l'ai mis dans le best-of de Noël, puis j'ai jamais eu le temps de le tester. Je dis honte à moi, mais comme toujours, vous me connaissez, honte à moi avec des tests qui ont 800 ans de retard. Voici donc le test du casque que j'ai autour du cou, le Bowers & Wilkins PX8 S2. Il y a énormément de choses à dire sur ce produit. Donc au milieu de la vidéo, descriptif complet, qui est-il et pourquoi est-ce que quelque part ce casque est parfaitement en avance. De tous les côtés, vous allez voir, il y a des trucs de folie dessus. Après, bien sûr, essai sur le terrain. Alors essai sur le terrain, c'est quoi? C'est la qualité audio, réduction de bruit numérique et le mode transparent. Je me balade partout. Alors j'ai fait le métro, la rue, partout, de tous les côtés. Et durant ces essais que vous allez vivre comme si vous y étiez, il y aura à l'écran les mesures de Guillaume et Arthur, des numériques, mesures explicatives, comparatives avec les casques concurrents, bref, comme toujours, on va essayer de faire au mieux pour que ça soit cool. Il y aura après les plus et les moins, donc ce petit moment où on résume le test, où je rajoute des choses parce que c'est marrant, une petite conclusion, un café d'addition, et comme ça vous saurez vraiment à qui vous avez affaire avec ce casque. C'est parti pour la grande cavalcade de l'amour autour des caractéristiques techniques, qui est ce produit, pourquoi, et qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne pour faire des trucs pareils, là comme ça, là. On attaque, on va passer sur l'historique d'abord de cette marque, parce que là je fais une vidéo sur Bowers & Wilkins. J'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne et c'est un tort comme toujours. Alors la marque est née en 1966 en Grande-Bretagne, marque super connue, super réputée dans le monde entier. Ils ont signé beaucoup d'enceintes, ils travaillent avec Abbey Road. Je suis allé les voir sur place, regarder les images tournées directement à Abbey Road. Ils ont carrément un truc que j'ai adoré qui s'appelle le Zeppelin, cette enceinte qui avait un dock pour Apple, puis ils avaient plus de dock pour Apple dessus, mais c'est un produit extraordinaire le Zeppelin. Ils ont des écouteurs, ils ont des casques. Bref, Bowers & Wilkins, c'est un très grand acteur du monde de l'audio. Ils ont un son particulier, un son anglais, travaillé avec une certaine signature sonore. On va peut-être retrouver là-dessus, j'en sais rien du tout. Par contre, si on doit parler de casque, il faut remonter en 2010. C'est la première fois que la marque lançait un casque hi-fi. C'était le P5. Il y en a eu plein après, mais disons que le P5 était très marquant et ça a donc 16 ans. Donc c'est pas des nouveaux venus dans le monde des casques, de l'audio, c'est peut-être plus récent sur le côté numérique, écouteurs et autres, mais globalement, ils maîtrisent leur sujet. Du moins, on l'espère. Je tape dessus. Je le frappe déjà. Il est temps de parler de ce casque, le PX8 S2. Donc s'il y a S2, ça veut dire qu'avant, il y en a un qui était l'ancêtre de l'autre. Donc 2022, c'est la naissance du PX8. Et pendant 3 ans, ils ont fait bouillir leur cervelle, comme ça, les neurones à vif. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce casque pour le faire évoluer? En fin de compte, c'est pas une évolution, c'est une reconstruction du casque. Vous allez regarder un petit peu le design, c'est un design super noble. Il y a de l'alu, il y a du cuir, c'est vraiment superbe. Ils ont déplacé les touches, ils ont déplacé les micros, ils ont fait plein de trucs dessus pour que le casque ait à peu près l'air de l'autre, mais en fin de compte, pas du tout. Vous allez voir à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une reconstruction sous le libellé, si je veux dire, PX8. 310 grammes. Il y a un arceau. Oh là là, comment il est beau l'arceau qui est ici. Vraiment, les matériaux sont superbes. Quand on le pose sur la tête, ça serre un peu. Il n'y a pas la notion d'étau non plus. C'est pas, mais disons qu'on peut bouger la tête comme ça, elle va pas tomber. Par contre, cette partie-là va tenir chaud au cuir chevelu. C'est un fait absolu. Et je ne pense pas, messieurs, dames, que ce casque soit fait pour le jogging, pour le sport. Non, vous vous baladez normalement s'il pleut pas. Parce que j'ai pas d'indication sur la résistance à la pluie, le mec, à la pluie, à la transpiration. Je ne pense pas qu'il faille le mettre comme ça sous une tempête. Bon, globalement, je vous ai dit que c'était quand même pas un casque pour faire du sport, mais on peut faire du sport avec. Par contre, on sent qu'il n'est pas foncièrement fait pour ça. Il n'y a pas tellement de bruit de structure, vous êtes là, ça bouge, mais enfin, on sent que vraiment ça va peser sur votre crâne. On peut faire du sport, mais il n'est pas né pour ça. C'est un casque hi-fi pour marcher peut-être, et peut-être pour accélérer encore plus. Et voilà le travail. Choup. Ça reste quand même une marque de haute fidélité qui lance à nouveau un casque anti-bruit, mais on garde l'esprit haute fidélité. Donc quelque part, il y a un côté un peu chez toi,
dehors, mais pas trop. Il y a une conception très noble derrière, très anglaise et tout. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste assez dingue. Alors justement, à l'intérieur, nouveau driver, donc nouveau haut-parleur entièrement repensé. Donc la suspension, la chambre acoustique et surtout nouvel ampli et nouveau convertisseur numérique analogique. Avec en plus certains trucs qui vont beaucoup plaire aux personnes qui me regardent. Parce qu'en effet, on est tous très sensibles à la qualité audio. Et là, ce produit, on sent bien que c'est pas un produit à 200 €. Alors, il peut travailler de 3 façons différentes. On va commencer par les très très bonnes nouvelles. Le Bluetooth. Vous savez qu'à chaque fois, j'accorde beaucoup d'importance au codec audio. C'est important les codecs audio qui cadrent avec le Bluetooth. Donc, on a ici les codecs audio classiques, donc SBC, AAC, pour tous les smartphones, y compris bien sûr l'écosystème Apple. Et on va beaucoup plus loin dans le cas où vous avez Android et notamment Android avec aptX, donc Android avec Qualcomm. Et là, je pense qu'ils ont signé un deal d'enfer. Hein. Les mecs ont dit, bah voilà, Qualcomm, est-ce que tu veux venir avec nous? On va faire un joli casque avec un joli son, avec des nouveaux drivers. Et tu te dis, ouais, tiens, ouais, on va prendre le fric de la licence. Et bien voilà. Le voilà. Alors aptX, aptX adaptive, aptX HD, aptX lossless. Donc le produit peut être en sans fil, directement lossless. Donc le son en qualité CD lossless. Alors pour avoir ça, il faut avoir un smartphone compatible ou bien avoir ce que vous voyez actuellement à l'écran, un petit dongle. Ce petit dongle absolument incroyable que j'avais testé sur la chaîne, vous mettez ça en effet comme on dit vulgairement au cul du smartphone par le port USB et dans ce cas-là, le smartphone s'il a un fichier de haute qualité va le balancer directement en aptX HD ou bien en lossless vers ce casque. Donc le casque déjà à la base peut travailler pour aujourd'hui et pour demain avec des produits compatibles aptX lossless intégré. Il n'y a pas que ça. Dans une mise à jour à venir, je ne sais pas quand, ne me demandez pas, je ne sais pas, ils ne m'ont pas dit. Une mise à jour à venir, le casque pourra devenir Bluetooth LE, c'est-à-dire Auracast. C'est prévu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir le faire. C'est pas encore au moment de la vidéo. Ils m'ont dit, oui, t'inquiète pas, PPG, Auracast, ils ont ni de souhait. Je dis, ouais, moi j'attends que ça soit là, parce que d'ici là, moi j'y crois pas. Hein. Au risque de faire pleurer un petit peu dans les chaumières, il faut savoir que ce casque a beau être joli comme tout, moderne, parfaitement dans le temps, hypé, stylé, il n'est pas compatible, et je crois que c'est volontaire de la part de Bowers & Wilkins, avec le codec audio de Sony. Le Sony LDAC n'est pas accepté par le casque. Bowers & Wilkins a préféré se tourner directement vers l'écosystème Qualcomm. Il faut savoir que là, il est chargé jusqu'à la ligne de flottaison et que quoi qu'il arrive, vous aurez un bon son parce que tous les meilleurs codecs audio sont à l'intérieur, sauf le LDAC. Le mec, l'emmerdeur. Oui, j'aurais aimé en plus le LDAC. Parce que quitte à y aller, autant y aller franco, quoi. Ils aiment pas Sony, ces gens-là, ou quoi? Si vous voulez pas de Bluetooth, même en lossless, on sait jamais, messieurs, dames, à un moment, une pleine lune, un truc comme ça, dites, ouais, moi je ne jure que par le fil, mais pas de problème pour le filaire, puisqu'il est capable de le faire. Vous avez donc l'USB audio qui est à bord. Donc vous branchez USB, par exemple, même sur un smartphone, ou bien sur un PC, et vous envoyez le signal audio directement en USB, sans perte, soit une qualité CD, soit directement du 24 bits maximum 96 kHz. Donc vous avez un signal plein pot qui est donc géré par l'électronique, donc le convertisseur numérique analogique qui va travailler tout ça parce que le produit fonctionne n'importe comment en 24 bits 96 kHz. Donc à la base, lui, c'est comme ça. Et en plus, si vous voulez du mini jack, vous dites oh l'USB, machin, oh là, ça va pas du tout. Mini jack, même chose, vous rentrez le signal électrique en mini jack et la conversion va se faire à l'intérieur pour tout le travail numérique et hop, on va alimenter les membranes. C'est un casque à réduction de bruit numérique, donc pour ça, il faut des micros. Alors pour la réduction de bruit numérique, il y en a 6, c'est-à-dire qu'il y a 4 micros qui écoutent. Que se passe-t-il ici? Regardez un peu comme c'est beau quand même. C'est plus beau que moi, je m'en vais d'ailleurs. Ils ont 4 micros pour écouter le son et 2 micros de retour. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis voilà, mais qu'est-ce que vous n'avez pas annulé là-dedans? On va réécouter, c'est des micros de contrôle. Donc 4 plus 2 et également des micros pour les appels téléphoniques. Donc 2 de plus, donc 6 plus 2 égale 8, le compte est bon. C'est magnifique. Alors derrière, pour les appels téléphoniques, il y a une assistance d'IA. On va l'écouter tout à l'heure, je vais me balader avec un métro qui passe et tout, on va voir si ça fonctionne. Ou est-ce que par hasard, j'entends ma voix comme ça et que c'est un petit peu Jojo le robot. On verra ça tout à l'heure sur le terrain. Donc à la base, ils mettent les chances de leur côté pour le faire. Voilà. Ça reste une marque audio, noble, pure. Donc je suppose, avant même d'aller regarder les mesures de Guillaume et de Arthur, qu'ils n'ont pas poussé totalement à fond la réduction de bruit numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des marques qui ne veulent pas trop le faire. Elles se disent, oh, ok, si je fous tout à fond au niveau de la réduction de bruit numérique, on va nuire à la qualité audio. Il y a des trucs qui vont, vulgairement, qui vont se barrer parce qu'on va trop travailler. Il y a une sorte de contre-mesure qui est envoyée pour annuler des sons. Donc quelquefois, ils y vont, mais pas à fond. Je rappelle que celui-ci est actuellement descendu au niveau du prix à 570 €. Il a commencé sa carrière à 780 ou un truc comme ça. Au fur et à mesure, ouh, plouf, c'est bien pour les gens, c'est bien pour vous. Ces tests sont en retard, mais moi vous avez l'avantage d'avoir un prix qui a chuté entre-temps. J'ai honte.
Pour remuer tout ça, il faut une application. Alors attention, l'application, c'est pas l'application de Sony ou de Sennheiser, hein. Ça fait pas le café le soir. Donc l'application est très très simple, mais en même temps, elle va droit au but. On peut gérer les modes de réduction de bruit numérique. Vous voyez tout ça affiché à l'écran. Je vais mettre de ce côté-là ici. Donc on peut gérer ça en temps réel, mais vous n'avez pas de modulation avec des curseurs entre l'équilibre transparent, pas transparent. Vous n'avez pas plusieurs modes. Non, elle travaille en automatique. Donc en effet, soit ça fonctionne pas, soit ça fonctionne en mode transparent, soit ça fonctionne avec directement la réduction de bruit numérique, mais il n'y a pas 36 000 réglages autour de ça. On a un égaliseur 5 bandes, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15. On a quelques petites fonctions pour notamment gérer le capteur de port de tête, des trucs comme ça. Ça va pas super loin, hein, puisqu'on ne peut pas également savoir quel type de codec est reçu. J'aime bien dans l'application, quand je mets un casque, savoir qu'est-ce qui arrive au casque. C'est quoi ton codec? Est-ce que tu travailles avec de la PTXO? Je ne l'ai pas trouvé le truc. Alors peut-être qu'à une pleine lune, je n'ai pas trouvé le truc. Voilà, il y a un mode également pour de l'audio spatialisé, donc plus large. On n'utilise pas, c'est parfaitement optionnel. Tout ça, c'est optionnel. Ils sont dans l'efficacité, tu le mets on, off, t'avances, tu l'enlèves, tu enlèves ton casque, la musique s'arrête. Tu as des petites touches qui sont mécaniques. Tu n'as pas de touches tactiles, hein. C'est mécanique. On a du mal à les trouver sous les doigts la première fois qu'on utilise ça. Oh, quelles sont mes touches? Mais après, ça se passe très très bien. Autonomie annoncée par la marque, 30 heures, environ 30 heures avec la réduction de bruit numérique. Le temps de charge total, c'est 2 heures. On va vérifier ça. Il est beau quand même, hein, sans rigoler, hein. C'est parti, voici les résultats au niveau de la qualité audio, donc la signature sonore du produit. Alors pendant que je vais parler, vous allez voir en même temps les mesures de Guillaume et Arthur des numériques et je vais les commenter, ça va être très clair, du moins j'espère, parce que ce produit je le trouve marrant. La première fois que j'ai mis ce casque sur les oreilles, je me dis bon, ok, que se passe-t-il? Et c'est pas du tout ce que j'écoute sur les autres casques. Celui-ci, il y a une signature sonore particulière, parce que vous savez, quelquefois vous me dites oui, en fin de compte, quand tu testes un Bose, ou quelquefois un modèle Sony, quelquefois ça se rapproche un petit peu, tu dis des trucs qui sont similaires, mais alors là, pas du tout. Donc voici ce que je pense de ce casque. Alors je vais vous dire une chose, si vous aimez le grave, un grave qui est presque un peu baveux, un truc qui va vraiment tabasser, si vous aimez l'aigu qui est surjoué, je dis bien un aigu surjoué, je dis pas tiens oh là là il y a de l'aigu pour faire joli, eh bien ça c'est votre casque, hein. Parce que si vous regardez maintenant la courbe à l'écran, c'est assez édifiant. C'est-à-dire que les mecs, je savais qu'ils faisaient ça. Quelque part, la signature de Bauer, ça a toujours été un petit peu... On ne met pas le médium en avant, donc on ne met pas forcément les voix en amont. Enfin, en amont. On les voit en avant, on ne met pas le haut médium en avant. Par contre, on tape bien sur le bas du spectre et on relève l'aigu. Regardez ce que je mets à l'écran avec la petite flèche comparée aux autres. La petite bosse, là, surtout que vous voyez la montagne, le pain de sucre. Ça, c'est l'aigu. Vous vous rendez compte un petit peu de l'étendue de ce qui se passe par rapport aux autres casques. J'avais rarement entendu un casque qui poussait autant sur l'aigu sans pour autant avoir un aigu qui a une sibilance. Je rappelle, la sibilance, c'est quand les S sifflent et que ça fait ça c'est une sibilance. C'est dégueulasse, hein. Moi, oh là là, je vais me jeter là, hein. Donc là, l'aigu est très surjoué, mais il reste parfaitement dans les clous, dans le sens où vous allez bien entendre les S, vous allez bien entendre tous les détails de l'aigu, mais vous n'allez pas avoir un aigu qui accroche. Par contre, il faut savoir que malgré tout la finesse de l'ensemble au niveau de l'aigu, c'est pas le casque le plus fin au niveau de l'aigu que j'ai entendu. Dans ce cas, il faut taper sur les focales Batis 2 qui coûtent le double, hein. D'entrée de jeu, on a un aigu qui est plus fin. Mais là, l'aigu, il a quand même comme défaut, il faut bien que je parle des défauts. On a tout noté et tout. Je me suis crevé pour faire cette vidéo. Je suis allé à fond. Vraiment, l'aigu, il est brillant, il prend le dessus, il scintille presque. Donc il y a une notion de son qui est très brillant. Il faut s'y faire. C'est-à-dire si vous le mettez comme ça la première fois et vous comparez par exemple un AirPods Max ou bien un modèle Bose ou Sony, quand vous voyez la bosse sur la réponse en fréquence, vous dites ok, celui-là il va faire de l'aigu. Et en effet, il prend le dessus sur l'aigu, il prend le dessus sur le grave. Au milieu, c'est un petit peu la vague comparé à ce qui se passe sur les extrémités. Donc le grave et l'aigu, l'autre il est là, hop. Donc c'est un roller coaster assez intéressant, ce qui fait quand on écoute ce casque, on a vraiment l'impression que le son, et je vais employer le mot qui convient, comme si vous aviez mis un loudness permanent. C'est-à-dire, le loudness, c'est quoi? Le loudness était un système qui permettait, quand le son était à bas volume, de relever le grave et l'aigu, ce qui correspond à ce qu'on entend et qui est très flatteur à l'oreille. Donc on a l'impression qu'il y a un loudness qui est mis en permanence, même à haut volume. Alors attention, justement, bord de rire, en parlant de haut volume, l'autre là... Eh ben, il y va, hein. J'ai pas vraiment réussi à le faire saturer dans le grave. J'ai passé des morceaux un peu électro et autres. Il est là, flan. Il y a du grave, c'est rond. Il y a presque un effet de traîne sur le grave. Il est rond, il est pulpeux. Voilà, j'essaie de trouver des mots à chaque fois. Le grave est pulpeux. Moi, quand j'ai mis le casque la première fois, je me suis dit,
Oh mais non, mais il va me bouffer la tête. Je l'ai gardé pendant un jour, il m'a bouffé la tête. Un petit peu. C'est-à-dire qu'il peut quand même, comme il est très scintillant, très brillant, il peut fatiguer un petit peu. Vous vous dites, bon ok, là tu m'as donné ma dose, je vais aller dans l'égaliseur, je vais baisser un petit peu l'aigu, je vais baisser un petit peu le gras, parce que vous avez l'égaliseur pour compenser ça. Mais ça donne un truc qui est très vivant, qui est pétillant, mais qui tranche radicalement des autres. Et c'est pour ça que je l'aime, parce que c'est un casque différent. Il va plaire aux gens qui attachent de l'importance à l'aigu, même si c'est pas le plus finot du monde, et qui aiment un grave qui est vraiment percutant dans le sens où il tape avec une grosse rondeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas ferme, c'est pas un coup de trick, c'est un grave qui est vraiment... Ça va? Petits abonnés. Il y a un truc super, c'est qu'il a une très grande largeur de la scène sonore. Vous avez vraiment une scène sonore qui est très très large. C'est très bien fait, hein, je veux dire, il y a la signature sonore Bowers, mais à la base c'est super bien fait. Donc on a un casque qui n'engendre pas la mélancolie. Hein. Donc si vous décidez d'acheter ce casque, vous savez que vous allez avoir de l'aigu à foison, du grave à foison et peut-être un petit creux au milieu sur certaines fréquences que moi je trouve également importantes, c'est-à-dire les voix, les médiums qui sont un petit peu écrasés par le fait que l'autre il en fout des caisses. Mais c'est sympa, c'est pas un mauvais son, c'est un son différent. Il faut des bons fichiers, parce que si en plus vous balancez beaucoup d'aigus et que le fichier est dégueulasse, alors là, vous avez la scène, vous avez vous dedans au fond. Hein, c'est beaucoup plus simple. Vaut mieux se finir à ce moment-là, le mec. Et maintenant, on va prendre quelques instants pour aller écouter à l'intérieur du casque ce que vaut la réduction de bruit numérique. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des écouteurs ou un casque stéréo pour entendre l'effet binaural avec et sans la réduction de bruit numérique, notamment dans le métro. C'est parti. Regardez les mesures d'Arthur et de Guillaume, ça fonctionne bien sur le grave, ça fonctionne bien sur le bas médium, et après c'est un peu compliqué, c'est-à-dire les voix humaines, certains trucs vont pas être forcément super bien réduits. Regardez comparé aux autres justement, on voit ce que font les autres casques qui travaillent beaucoup mieux une fois passé les 1000 Hz. Ça marche bien, mais vous n'aurez pas la réduction de bruit numérique d'un Bose ou bien du Sony XM6. C'est pas ce que vous aurez avec ça, mais ça fonctionne. Il ne faut pas non plus croire que ça ne fonctionne pas, mais il y a toujours des concurrents en face. On voit que le travail est bien fait, mais qu'il n'est pas exceptionnel en soi. Là, vous entendrez pas super fort, mais vous entendrez encore des restes assez importants des voix humaines, notamment. Mais par contre, le grave et le bas médium, c'est très très bien réduit. Et après, advienne que pourra, advienne ce qu'il peut surtout. Mais ce n'est pas mauvais. Et maintenant, la captation de votre voix sur les appels téléphoniques, c'est important. Donc, il va y avoir plusieurs scénarios, comme à chaque fois dans cette vidéo. Est-ce qu'on m'entend quand je cause? Allez, c'est parti. Donc là, vous avez la captation de ma voix, comme si c'était un appel téléphonique, avec du vent. Il y a un peu vent derrière, j'ai le vent de face. Et tout à l'heure, on ira un petit peu justement sur un quai de métro ou dans un endroit où il y aura encore plus de bruit pour voir comment se passe la captation de la voix. Globalement, la captation de la voix, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça que les marques maintenant se font aider d'une IA qui, elle, va sélectionner le bruit du vent, va sélectionner le bruit du métro, de voiture ou de voix pour essayer justement de annihiler au mieux tous ces sons qui sont pas le son de ta voix uniquement. Donc c'est très compliqué. Là, vous avez entendu tout à l'heure, c'est vrai que la voix, elle a des hauts et des bas, suivant qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent. C'est un peu inévitable. Bon là, circulation, métro, au-dessus, vous avez les klaxons, vous avez tout. Donc vous avez les gens qui gueulent, quoi, voilà. On y est. Si vous m'entendez pas dans tout ce bazar, ça veut dire que les gens vous entendront pas non plus. Que du bonheur. Hein. Je vous dis, je vous mets des séquences admirables, prises sur le vif, que du bonheur dans les embouteillages. Donc là, il y a un métro qui va passer dans peu de temps au-dessus. Donc façon Chicago, les voitures, le métro aérien. Donc c'est un endroit que j'aime bien parce qu'il est pas bruyant. Cet endroit juste à côté de la Villette. Donc je crois qu'il y a le métro qui va passer au-dessus. Voilà, il commence là le métro. Donc ça en est partout. Donc ma voix est-elle claire? Je l'espère. Bon, c'est pas si mal, hein. C'est 7 sur 10. Voilà, il y en a, c'est 9 sur 10. Ça, c'est 7 sur 10. On entend quand même la voix. Elle monte, elle descend, vous savez, grave, aiguë, au gré de ce qui se passe, mais on entend la voix.
Les plus, donc c'est les bonnes nouvelles. La marque peut respirer. Après, on verra. Donc alors, les plus, le design, regarde-moi la beauté du truc, quoi. C'est beau, les matériaux sont beaux, c'est stylé. C'est vraiment classe sur les oreilles, il n'est pas trop large, pas trop épais. C'est vraiment un très très beau produit. C'est un casque moderne, avec des codecs Bluetooth de dingue, dont le Bluetooth aptX lossless. Et il y a une mise à jour prévue également pour le Bluetooth LC3, donc Auracast. Donc c'est vraiment résolument un produit moderne. Possibilité de connexion en USB audio avec des signaux en 24 bits 96 kHz sans aucune compression de données. Globalement, la qualité audio, c'est assez particulier, mais c'est très séduisant. Il y a un gros grave, très rond, hein, avec un aigu qui est surjoué. C'est assez étonnant, ça donne vraiment une sensation de vie immédiate qui tranche radicalement avec la signature sonore peut-être plus calme d'autres produits. Faut s'y faire par contre, hein, parce que là quand on le met sur les oreilles la première fois, on dit c'est quoi? Il y a le mode loudness qui est en route. Non, non, pas du tout, il est comme ça ce casque. Si vous aimez la puissance sonore, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un très beau niveau audio. Quand on pousse à fond, on pousse à fond. Hein. Faites gaffe à vos oreilles. Grande largeur de la scène sonore. C'est très large avec un bon fichier. Vous avez vraiment une belle scène sonore. Concernant la qualité de la réduction de bruit numérique, c'est pas mal. Sur le début du spectre, en effet, le grave, le bas médium, c'est bien réduit. Mais alors après, c'est vrai que les modèles concurrents font mieux. Mais globalement, c'est dans la très bonne moyenne. Mais en face, il y a du Bose, il y a Apple, il y a Sony. Et puis ça chauffe. Le mode transparent est très bon. Moi, je travaille ici avec le mode transparent depuis tout à l'heure. C'est très très bon. La boîte de transport, c'est quand même super luxe, c'est très très joli, c'est un très beau produit. Je suis désolé pour... Très bonne autonomie avec le mode de réduction de bruit numérique. On atteint 30 heures. Il y a 2 heures de charge, c'est très très bien, hein. On est dans la bonne moyenne. On va commencer par le prix. Le prix officiel du produit, c'est quand même lancé à près de 800 €. Il y a du monde en face, avec des produits qui sont quand même assez étonnants. Donc le prix était un petit peu élevé quand même. Heureusement, à la date de cette vidéo, le prix a chuté. On est à 580 € environ. Malheureusement, malgré tous les efforts de la marque, ce n'est pas la meilleure réduction de bruit au monde. Je mets ça dans le moins parce que je suis un gros méchant, la signature sonore peut surprendre. C'est-à-dire qu'en effet, avoir comme ça du grave qui est assez proéminent, un peu baveux, avec un aigu qui est surjoué, ça peut surprendre. Après, on s'y fait, on se dit « Ah, c'est super, c'est pétillant ». Ça peut également fatiguer un petit peu parce que c'est assez brillant, scintillant, mais il y a quelque chose avec sa signature sonore, il y a un truc qui est très sympa. Mais ça peut surprendre et ça peut déplaire aussi. L'application, moi j'aime bien quand c'est minimaliste et tout, j'adore ça. Mais là c'est quand même très minimaliste, hein. C'est droit au but et puis après on va pas très très loin dans les réglages. On compense pas beaucoup de trucs. On laisse le mode automatique jouer. Même en liaison mini jack, il faut que le casque soit en mode on pour que ça fonctionne. L'électronique doit être tout le temps allumée. Il n'y a pas de mode passif. Il fonctionne en actif le pépère qui est là. J'ai gardé ce casque très longtemps pour faire tous les tests et tout, en avion, en train. Il y a une notion quand même de casque qui ne respire pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il est là, il appuie bien, il y a peut-être un manque de respiration à l'intérieur. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de l'utiliser en courant. Vous pouvez toujours, hein, faites-le, mais en courant, vous allez sentir quand même qu'il est là. Il est un petit peu lourd, 310 grammes, plus léger que le AirPods Max, mais il y a quand même une notion de casque qui respire pas trop. À ma connaissance, il n'y a pas d'indication pour une résistance à l'eau, à la pluie, aux embruns. On ne sait pas trop, moi je ne le mettrai pas vraiment dehors quand il pleut. Hein. C'est perso. Hein. Pour les gens qui voudraient utiliser ce casque quand il fait très très chaud, ça tient chaud, et là aussi ça tient chaud pour les gens qui ont des cheveux comme moi. Là c'est quand même un truc, voilà, vous le sentez un petit peu sur votre tête. Le mesh du AirPods Max, même si ça se déforme, c'est du mesh, c'est pas la même chose. Là c'est waouh, mais c'est une belle qualité, regardez un peu, c'est beau. Mais c'est fini, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo. Enfin, vous avez eu le test du Bowers & Wilkins PX8S2. Alors comme toujours, c'est régal, hein. C'est vraiment régalade de faire ça. Ça a été génial parce que bon, il faisait bon en plus à Paris, il y a eu de tout et c'est toujours bien de tourner ici, c'est toujours bien de vous faire des images à l'extérieur et j'espère dans tous les cas que ça a pu vous renseigner sur le fait que ce casque correspond ou pas à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un casque qui n'est pas forcément le meilleur en réduction de bruit numérique, qui a un son atypique, très Bowers & Wilkins et qui peut en effet super plaire à beaucoup de fans de la marque et moins plaire à d'autres personnes qui ont quelquefois besoin d'un son un peu plus calme que celui-ci, avec moins d'exubérance dans l'aigu, avec moins d'exubérance dans le grave. Dans ce cas-là, vous avez des concurrents qui sont en face. Hein. Portez-vous bien, à très très vite sur la chaîne. Merci pour tous les commentaires, toutes les audiences que j'ai pu avoir autour de tas de choses que j'ai pu mettre en ligne. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire récemment, notamment les vidéos de reportage à l'ISE, notamment, ainsi que bien sûr la vidéo en Inde, qui était pour moi un moment quasi unique dans ma vie. Donc j'espère que cette vidéo va bien se porter dans les mois et les années à venir et que ça sera un témoignage de ce qui commence à être important sur le marché mondial au niveau de la tech avec l'arrivée de l'Inde dans la course. Et ça c'est génial. En tout cas, je vous remercie infiniment.
Je vous embrasse, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Regardez, plein d'images, il pleut pas déjà, donc on va être content. Allez, ciao, des bisous.